La fête est-elle finie pour les startups? Il se dit que l'argent des investisseurs ne coule plus à flot et que la faillite de la banque préférée des jeunes pousses a provoqué la panique du monde de la tech. Avec nous pour en parler, Pascal de Lima. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes économiste, CGI, Business Consulting et vous êtes l'auteur du livre notamment Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses vers les métiers de demain chez Forbes. Avec nous également Rodolphe Ardan. Bienvenue à vous également. Vous êtes président de Spendesk, la plateforme de gestion des dépenses en entreprise. On commence avec vous. Spendesk, c'est une licorne. On verra un peu plus tard dans cette entrevue ce qu'est une licorne. Mais d'abord, la Silicon Valley Bank, beaucoup ont découvert cette banque, son nom. La Silicon Valley, beaucoup en général le savent, c'est la Mecque des nouvelles technologies. Palo Alto, on connaît également. Quelles conséquences a eu la faillite de cette banque sur les startups, les jeunes pousses et le secteur de la tech? Écoutez, on peut dire que l'impact est quand même surtout aux États-Unis, parce que Silicon Valley Bank, c'est une banque qui à la fois finance, mais en même temps qui est la banque du compte courant de beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies, domiciliées dans la Silicon Valley. Donc le fait que la banque a fait faillite, il y a un moment où il y a eu une peur sur le marché. Donc on a assisté à un bull run où tout le monde essayait de retirer ses liquidités de la banque. Et l'impact qu'il y a eu l'impact court terme, évidemment, où en fait des entrepreneurs se sont retrouvés avec une question sur est-ce que mon capital va pouvoir être utilisé? Justement, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont été emportées avec la faillite de SVB? Alors non, parce que derrière, le gouvernement américain s'est porté garant sur les fonds, ce qui fait qu'il y a eu une crise de 3 à 4 jours. Et une fois que le gouvernement américain a garanti les fonds finalement qui étaient en dépôt, finalement, il n'y a plus cette crise de liquidité. Par contre, opérationnellement, il faut comprendre que dans ces comptes courants d'entreprise, on se retrouve avec des fonds qui sont bloqués, on ne peut pas payer nos gens, on ne peut pas payer ses collaborateurs, et du coup, ça pose des problèmes opérationnels à court terme. Une fois que le gouvernement américain s'est porté garant, donc il n'y avait plus ces sujets-là. Mais on peut dire que ça a rajouté, dans le contexte actuel, finalement, un peu des incertitudes. Exactement, un peu plus d'incertitudes vis-à-vis du secteur. Alors. Si vous voulez, pour qu'il y ait un effet boule de neige, il faut, comme en 2007-2008, la crise financière, il faut une courroie de transmission. Ici, dans le cas présent, la courroie de transmission n'était pas présente, puisque, comme vous l'avez très bien dit, Silicon Valley Bank agissait principalement en Californie, principalement sur des startups américaines, principalement avec quelques banques américaines. Et donc, par conséquent, les liens ne se sont pas faits sur les marchés mondiaux interbancaires, si vous voulez. Donc, pas de courroie de transmission. Donc, la chose a été plutôt amortie en Europe, bien évidemment, et ça pose énormément de questions sur effectivement le renouvellement un peu du monde de la tech, cette phase de rationalisation, c'est ça que ça a posé comme vraie question. Mais heureusement pour l'instant, on a eu l'affaire du Crédit Suisse, certes, on a eu l'affaire de la Deutsche Bank, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur la Silicon Valley Bank. Et je pense que l'inquiétude est plutôt dans l'autre exemple que le sujet du jour. Alors il y a beaucoup d'anglicismes, start-up, tech, quoique tech, c'est le début du mot technologie, donc on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas francophone. C'est quoi le secteur, qu'est-ce que ça englobe le monde de la tech? C'est tout ce qui est technologie, c'est-à-dire, ça reprend le jargon tech, mais fondamentalement tous les investissements qui sont faits dans des nouvelles technologies, donc toute l'industrie du digital, ça vient finalement de la Silicon Valley, donc tout ce qui est à base de silicone, microprocesseurs, informatique. Donc c'est toute l'industrie du software et comment est-ce que la technologie change les métiers d'aujourd'hui et de demain. Dans quel domaine? Beaucoup? Services? Médecine? Alors, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de médecine, mais c'est une révolution qui a lieu dans tous les différents verticaux, tous les différents secteurs. Elle a commencé il y a 20 ans? Exactement. Et c'est toujours aussi facile d'ouvrir une jeune pousse aujourd'hui? Il y a 20 ans, on disait limite une idée, une start-up, c'est plus le cas ou c'est le cas? Je pense que c'est encore... Il y a un côté qui est encore plus facile aujourd'hui qu'hier, c'est-à-dire que l'accès à la technologie et le développement de la technologie, les coûts ont énormément diminué. Hier, il y a 20 ans, il fallait avoir ses propres serveurs pour pouvoir commencer à développer ces entreprises de software. Aujourd'hui, le coût d'accès
au serveur, à la donnée, à la bande passante, a énormément diminué. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas plus exigeant sur l'utilité même de l'entreprise qui va naître? Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a On une peut en citer d'ailleurs, celles et ceux qui nous regardent, on va en donner plusieurs parce qu'on va pas faire. Voilà, il faut toujours citer au moins 3 marques ou 3 entreprises. Bon, vous déjà, vous êtes là avec Spendesk. On peut citer d'autres licornes, Conteux, Sorar, Vodo, Spendesk. Doctolib, c'est une licorne aussi. Bien sûr. Alors Doctolib, beaucoup connaissent parce que c'est une application en France très utilisée pour prendre un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste. C'est quoi une licorne? Une licorne, dans la définition, c'est une entreprise nouvelle, donc assez jeune et qui a déjà dépassé une valorisation de plus d'1 milliard de dollars. C'est qui est votre cas? Donc Spendesk, c'est la 26e licorne française. Et en effet, ça a été notre cas lors de notre dernière levée de fonds. Et quel est le cœur de 2021. votre travail? Donc ce que fait Spendesk, ça libère les entreprises de toutes les contraintes qui sont liées aux dépenses. Finalement, ça permet aux collaborateurs de pouvoir accéder aux moyens de paiement de l'entreprise lorsqu'ils ont besoin de faire des achats et automatiser tout le process pénible finalement pour les équipes financières à la fois de contrôle, de mise en comptabilité de ces dépenses. Est-ce que c'est synonyme de dématérialisation de l'économie ou pas forcément? Alors, il y a une dématérialisation de l'économie déjà depuis un moment, effectivement. Il y a un développement de la digitalisation aussi de l'économie, du virtuel bien évidemment. Il y a un développement de ce qu'on a appelé à une époque une sorte d'ubérisation de l'économie, où effectivement un certain nombre de départements de back-office, un certain nombre de départements de front-office, parfois même le middle office, c'est-à-dire la gestion, la relation client ou alors l'enregistrement des transactions, sont tout à fait externalisés via des plateformes, via des start-up, pas forcément des licornes, mais il y a tout le ruissellement d'économie de start-up qui vient aujourd'hui taper sur un certain nombre de départements, de grandes entreprises, pour des objectifs évidents d'efficacité opérationnelle. Et ça pose aussi beaucoup de questions qui sont principalement liées à l'emploi, liées au métier de demain. Justement, ça crée des emplois ou ça en supprime? Alors, on voit souvent la polémique en France quand il y a un site Amazon qui veut s'installer. Là, tout de suite, il y a souvent ceux qui prennent parti qui disent que ça va créer des emplois et d'autres qui disent non, parce que pour un emploi créé, on en détruit 4. Pour un emploi créé, alors ça dépend. On a quelques exemples quand même de use case, enfin de cas d'école, pardon, qui créent réellement des emplois. Si vous voulez, il faut voir 2 périodes. Il y a une période, on va dire 1980-2015, où l'arrivée des technologies, de la digitalisation, de la tech, des startups ont plutôt détruit des emplois. En un premier temps, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'automatisation. On a principalement automatisé les fonctions support des entreprises, qui sont principalement exercées par la classe moyenne d'ailleurs. Et il y a eu une espèce de phénomène de sablier, où perte d'emploi au centre, avec progressivement création de top jobs au niveau du sommet de la pyramide des emplois, et puis une pléthore de jobs à 1 euro qui sont la conséquence des pertes d'emploi pour les classes moyennes. Et puis un deuxième temps, 2015 jusqu'à, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, à peu près 2035-2040, où là, enfin, on recommence à créer des emplois, de création nette d'emplois, donc création moins destruction. Et effectivement, il y a une vraie question pour la société qui est comment aujourd'hui on peut faire face à ce phénomène du sablier social, c'est-à-dire où les gens vont pouvoir enrichir leur métier avec des technologies, avec des startups, avec l'IA, avec un tas de choses. Vous recrutez, j'ai vu que vous aviez débauché quelqu'un de chez Microsoft, je crois, c'est la bataille des startups, c'est ça? Et... Alors, on recrute beaucoup, surtout dans les phases d'hypercroissance, où finalement, on répond à un problème dont le marché a besoin, le marché demande, et avec une traction très forte au niveau du produit. Et c'est vrai que les investisseurs sont pas plus frileux, mais qui demandent des résultats plus rapides, donc ils laissent moins de temps à une jeune pousse pour s'installer. Je pense que ça dépend des verticaux et des différentes catégories de secteurs. Ce qui est en train de se passer là, ce qu'on est en train de voir, où en effet l'environnement macroéconomique est plus incertain, plus frileux, et du coup les investisseurs investissent moins comme ils ont pu investir dans les 3 dernières années dans le secteur de la tech. Il faut se rappeler un petit peu dans quel monde est-ce qu'on vivait il y a 3 ans, où avec des taux d'intérêt très très bas, où finalement il n'y avait pas énormément d'actifs qui amenaient de la rentabilité aux investissements, et où la tech semblait être le seul secteur qui pouvait en effet amener du rendement. Donc du coup, un apport de liquidité quand même très fort sur ce secteur.
Mais vous êtes inflation qui augmente, taux d'intérêt qui augmente, naturellement, moins de liquidité sur ce secteur-là, et du coup, les gens sont plus regardants. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas un enjeu d'avoir des résultats plus rapidement, il y a un enjeu à avoir un business model, donc un modèle économique qui dans soit un pays donné consistant. Ou à s'exporter. Pas forcément, nous on est déjà présent, aujourd'hui on opère en France, en Allemagne, tout dépend du secteur. On a un modèle qui est extrêmement résilient, on vend aux entreprises du logiciel sur un modèle récurrent. Ce que vont demander finalement les investisseurs aujourd'hui, c'est par rapport à des modèles économiques qu'on a pu voir dans le passé, où il y avait une accélération à la prise de marché, quel qu'en soit le coût. Grosso modo, aujourd'hui, ces modèles sont plus difficilement finançables. Après, attention à ne pas essentialiser. J'aimerais juste citer quelques chiffres selon des études. Les startups américaines ont levé 30% de moins qu'en 2021 par rapport donc à 2022. Les jeunes pousses asiatiques, moins 39%. L'Europe, moins 18%. La France, tout de même, les startups françaises, c'est quand même 16% de plus. Si on compare 2022 à 2021, y a-t-il une exception française ? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup... Là, les chiffres sont parlants quand même. Déjà, l'économie, le milieu de la French Tech en France s'est énormément développé au cours des 10 dernières années. Ça, c'est un fait. Quand on regarde... C'est toujours le Royaume-Uni qui est en tête, et ensuite l'Allemagne, il me semble, et après la France. Non, on partait très très loin. Oui, on partait très loin. Tout à fait. Et pour compléter tout à fait ce que vous dites, c'est vrai que, alors, on a aussi, il faut le dire, on a une spécificité en France par rapport à nos voisins. C'est quand même l'intervention aussi publique, l'intervention du gouvernement, ces fameux 30 milliards qui permettent de développer la French Tech. Je pense qu'on n'a pas d'équivalent chez nos voisins. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir un appui de la politique publique. La fiscalité, ça ne freine pas ? Non, je ne pense pas. Je parle sous votre... Oui, il a dit non. Parce qu'effectivement, vous êtes dedans, mais ce qui est sûr, ce qu'on voit vraiment clairement en tout cas, c'est qu'il y a aujourd'hui quand même au niveau global un ralentissement. Il faut faire la somme de tous les chiffres. La France est un peu spécifique, je l'ai dit. Pourquoi ? Et je pense que c'est une vraie raison. On a aussi Pascal qui vient de lever plus de 90 millions à Saclay, le plateau de Saclay, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel en termes de progression pour l'intelligence de ces startups en France. Mais sur le global, quand même, et les chiffres sont là aussi, sur le global, il y a une remise en question, mais qui n'est pas confère les licenciements de Twitter ou les licenciements des GAFAM, qui sont comme la tête de pont de l'ensemble de l'économie du ruissellement de la tech dans le monde, où on voit quand même une remise en cause d'un certain nombre de modèles. La captation de la clientèle a atteint ses limites. Aujourd'hui, il faut faire des rendements, il faut être rentable. Et aujourd'hui, il faut avoir un modèle de cas d'usage qui soit un modèle de cas d'usage tangible, le plus tangible possible. Donc il y a une remise en cause, il y a un processus de transformation. On va de plus en plus vers de la transversalité pour pouvoir apporter les métiers de demain sur les secteurs verticaux. Et c'est toute cette phase de processus de transformation et de conduite du changement qui est en train de s'opérer aujourd'hui avec la tech. Donc, refonte, repenser le modèle, mais il n'y a pas une remise en cause fondamentale. Les profits sont encore élevés. Oui, c'est ça. Voilà. À part Meta peut-être et Spotify, le système est encore extrêmement viable. Mais il y a une certaine remise en cause. Et pour celles et ceux qui nous regardent, qui veulent se lancer, tout à l'heure je parlais d'une idée, une start-up. Est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui ? Il y a encore un espace justement pour créer ? Vous parlez en entrepreneur, donc il y a énormément d'espace, il y a énormément d'opportunités. Il y a entreprendre, c'est résoudre des problèmes. Mais quel secteur aujourd'hui ? Le climat, par exemple. Il y a énormément d'innovation à l'amener dans le climat. La capacité que nous offre aujourd'hui cet accès simple à l'intelligence artificielle, qui offre énormément d'opportunités de création de nouveaux produits, d'augmentation de notre manière de travailler. Et pourquoi il n'y a pas de banque, on ne souhaite pas le même destin funeste que la SVB, mais pourquoi il n'y a pas une banque française dédiée aux startups, en tout cas, qui aurait la préférence de ces jeunes pousses ? Je pense qu'il y a l'écosystème bancaire, c'est en France. Je viens de lancer une idée. Non, mais ça peut être une banque dématérialisée. Et déjà en train de se transformer, beaucoup plus ouvert déjà au financement de l'innovation, qui était très difficile il y a quelques années, sur des modèles économiques maintenant qui ont fait leurs preuves. Et puis on a la Banque publique d'investissement en France. La BPI quand même, de Nicolas Dufour. La Banque publique d'investissement. Tout à fait, bien sûr. Merci messieurs, on aurait envie de continuer, mais le temps hélas passe vite. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Donc Rodolphe Ardan, président de Spendesk, et Pascal de Lima, économiste chez CGI Business Consulting. Merci à tous les deux.